Et si quelques mots, prononcés devant le monde entier, suffisaient à fissurer des décennies, voire des siècles de récits imposés à l'Afrique? Imaginez le poids de chaque syllabe, le frisson qui parcourt toute une génération quand l'histoire, hier soir, n'a pas simplement chuchoté mais a tremblé, ouvrant une brèche dans le mur des certitudes. Ibrahim Traoré, jeune président burkinabé, d'un ton ferme et sans détour, a rendu hommage à Laurent Gbagbo devant un continent suspendu à ses lèvres. Ce n'était pas un simple geste protocolaire, ni la répétition d'un hommage déjà entendu dans les salons feutrés du pouvoir. C'était un séisme politique, dont l'onde a traversé non seulement les studios d'Abidjan, mais aussi les couloirs silencieux de Paris, les bureaux lambrissés de Bruxelles et jusqu'aux salles de crise de Washington. Une phrase a tout bouleversé. Même l'histoire n'a pas brisé Gbagbo. Ce message simple en apparence a glacé la réaction des médias internationaux. Dans la minute, les rédactions se sont figées, cherchant à comprendre la portée de ces mots. Traoré n'a pas convoqué un passé lointain ou mythifié. Il a défié en direct le récit dominant qui voudrait voir l'Afrique s'agenouiller devant des verdicts venus d'ailleurs, devant des jugements qui ne lui appartiennent pas. Ce discours n'a rien d'un épilogue. Au contraire, il ouvre une nouvelle ère, une rupture avec le cycle des humiliations et des dépendances. Ce n'est pas la nostalgie d'anciennes luttes, mais la volonté d'en finir avec l'héritage de la peur. Devant la jeunesse africaine, Traoré affirme que la dignité n'est jamais négociable, même face à la pression du monde entier. Ce message, lancé comme un défi, est un appel à l'insoumission. En cet instant, la salle ne ressemble plus à une simple cérémonie. Elle se transforme en champ de bataille symbolique, chaque mot pesant aussi lourd qu'un acte de résistance. Traoré ne célèbre pas seulement un homme resté debout sous la tempête. Il trace une ligne nette entre ceux qui ploient et ceux qui tiennent tête. C'est une invitation à choisir son camp, à refuser la fatalité du silence et de la soumission. Mais attention, si ce discours est mal compris, minimisé ou récupéré, l'Afrique pourrait perdre l'occasion cruciale de reprendre la plume de sa propre histoire. Ce qui se joue dépasse la réputation d'un ancien président. C'est la possibilité, pour un continent entier, de se réapproprier son destin et de redéfinir sa souveraineté face au monde. C'est un tournant. Soit l'Afrique s'affirme, soit elle disparaît des radars, condamnée à une existence de second plan. Pour saisir la portée de ce geste et l'ampleur de son écho, il faut revenir sur le parcours de Laurent Gbagbo et les tensions profondes de l'Afrique de l'Ouest. Comprendre la trajectoire de Gbagbo, c'est éclairer les fractures, les espoirs et les trahisons d'une région qui n'a jamais cessé de lutter contre les forces extérieures. Remontons le fil du temps. À la fin de l'année 2010, la Côte d'Ivoire s'enfonce dans une crise post-électorale d'une ampleur inédite. Ce n'est plus une simple contestation de résultats, mais un bras de fer où chaque camp revendique la légitimité pendant que les puissances étrangères entrent dans la danse. Les ambassades s'agitent, les téléphones chauffent, les avions diplomatiques atterrissent en toute urgence. Abidjan sous tension se métamorphose en théâtre de lutte. Les médias internationaux braquent leurs projecteurs sur une ville assiégée où chaque carrefour devient le point de bascule d'un destin collectif. On se souvient des images, des blindés dans les rues, des familles réfugiées dans les églises, des barricades montées à la hâte. Qui désormais peut décider de l'avenir africain ? L'ingérence n'est plus voilée. Elle s'affiche sans détour. Résolution de l'ONU, pression diplomatique, intervention militaire. Tout converge pour peser sur l'issue, redéfinir la trajectoire du pouvoir africain. La souveraineté jusqu'alors acquise se retrouve négociée, suspendue, fragilisée. C'est une scène qui rappelle d'autres épisodes, l'intervention française au Rwanda dans les années 90, l'éviction de Patrice Lumumba au Congo en 1961, ou plus récemment, l'intervention en Libye qui a bouleversé tout le Sahel. Laurent Gbagbo, alors président, symbolise le refus. Son arrestation sous la menace des chars, puis son extradition vers la Haye, marquent un point de non-retour. Jugé devant la Cour pénale internationale, il devient malgré lui le symbole d'une résistance broyée par les volontés extérieures. On se souvient de ces images, un homme fatigué mais debout, qui refuse de plier malgré l'isolement et la pression internationale. Pour beaucoup en Afrique comme dans la diaspora, ce scénario sonne comme une rengaine. Depuis des décennies, chaque leader qui ose défier l'ordre établi s'expose à la même mécanique. Humiliation publique, exil forcé, procès sur la scène internationale. On pense à Thomas Sankara, trahi par ses pairs et assassiné pour avoir voulu une Afrique autonome. On pense à Kwame Nkrumah, renversé par un coup d'État soutenu par l'étranger. La souveraineté du continent paraît sans cesse remise en cause, toujours sous tutelle, jamais acquise. Ce schéma inquiète car il menace l'avenir.
Fermer les yeux, c'est condamner les générations suivantes à une Afrique vulnérable, dépendante des décisions étrangères. Laisser ces récits s'effacer, c'est risquer que l'affaiblissement devienne la règle, que la voix africaine disparaisse des débats mondiaux. C'est accepter que d'autres écrivent notre histoire, décident de nos priorités, imposent leurs modèles éducatifs et économiques. Pourtant, le symbole Gbagbo tient bon. Sa figure, forgée dans la tourmente, inspire une réflexion nouvelle chez les jeunes leaders africains. Ceux, à l'image d'Ibrahim Traoré, qui n'acceptent plus la peur en héritage et voient dans l'épreuve des anciens la promesse d'un renouveau stratégique. C'est une dynamique déjà perceptible à travers le continent. Au Mali, au Niger, au Burkina Faso, de jeunes chefs d'État remettent en question les accords militaires, exigent la révision des contrats miniers, réclament la maîtrise totale de leur monnaie. Pour comprendre la portée de ce tournant, il faut revenir sur le moment précis où Ibrahim Traoré, lors d'un discours, choisit de saluer publiquement la résilience de Laurent Gbagbo. Ce geste, en apparence symbolique, va bouleverser l'équilibre des récits des politiques africains. Car il s'agit d'autre chose qu'un hommage. C'est une déclaration d'indépendance, un acte de rébellion contre l'ordre mondial établi. Quand l'épreuve se transforme en creuset d'une force politique inédite, il ne s'agit plus seulement de survivre. L'humiliation transmutée en puissance devient la matrice d'une génération en quête de repères. Laurent Gbagbo, face à l'implacable machine judiciaire internationale, n'a jamais flanché. Même derrière les murs glacés de la Haye, il est resté droit, observé comme un homme condamné par le monde entier. Mais son acquittement n'a pas effacé l'affront, il a fissuré le récit imposé par les puissances étrangères et leurs relais. Exposé comme symbole de défaite, Gbagbo est devenu le paradoxe vivant d'une Afrique debout. Sa chute annoncée a donné naissance à une parabole de dignité. Cette dignité, c'est ce qui manque le plus cruellement à ceux qui acceptent de plier, de s'excuser pour exister. Elle inspire des jeunes, dont certains à l'université de Dakar, qui lancent pour des mouvements de désobéissance civile ou fondent des associations pour la restitution du patrimoine africain. De cette parodie de justice, le continent a tiré une leçon tenace. La souveraineté ne se réclame pas, elle s'impose. Elle grandit dans la résistance muette, dans la capacité à rester debout alors que tout menace de s'effondrer. C'est l'exemple de Nelson Mandela, resté 27 ans en prison avant d'accéder à la présidence. C'est l'exemple de Amilcar Cabral, assassiné pour avoir voulu libérer la Guinée-Bissau de la domination portugaise, mais qui demeure, des décennies plus tard, une référence pour les mouvements de libération. Dans le secret des écoles de pouvoir africaines, la posture de Gbagbo est étudiée et disséquée. Ce n'est pas la victoire judiciaire qui captive, mais la manière d'affronter l'orage sans détourner le regard. Être un cas d'école, c'est offrir aux jeunes dirigeants un mode d'emploi clandestin pour briser la servitude. On le voit dans les cursus des écoles de formation politique à Lomé ou à Addis Abeba, où des séminaires se penchent sur l'histoire de la résistance face aux pressions internationales. Ibrahim Traoré, enfant du Sahel désenchanté, fait sienne cette leçon silencieuse. Il rompt avec le compromis imposé, s'inspire d'une endurance qui n'est pas soumission, mais affirmation d'une direction. Même dans la solitude, même contre tous, il le prouve en expulsant, en moins d'un an, plusieurs bases militaires étrangères du Burkina Faso, en réclamant la revalorisation des contrats miniers, en lançant des programmes d'alphabétisation nationale. Cette résilience a un coût, mais sa portée dépasse le sort d'un seul homme. Ne pas comprendre cette puissance, c'est ignorer la maturation d'une nouvelle doctrine politique africaine. L'histoire de Gbagbo devient la matrice d'une résistance, un manifeste pour ceux qui refusent de vivre dans la peur. La dignité ne se négocie pas, elle s'impose par le refus de l'effacement. Cela se traduit dans les chansons des artistes engagés, dans les graffitis de rue, dans les livres d'auteurs comme Alain Mabankou ou Léonora Miano. Là où d'autres plient, certains choisissent la verticalité. Ce choix infuse désormais les esprits de Bamako à Ouagadougou, de Niamey jusqu'aux périphéries du continent. C'est une contagion silencieuse. Dans les écoles, les universités, les marchés, le mot dignité prend un sens neuf. Il ne s'agit plus de slogans, mais de pratiques concrètes. Lancer des coopératives agricoles, créer des médias indépendants, organiser des forums citoyens. Le cœur du conflit n'est plus simplement la lutte contre l'ingérence, mais la capacité à transformer la blessure en boussole, le stigmate en socle fondateur. Gbagbo, sans l'avoir cherché, a ouvert un sillon où la jeunesse puisera de quoi écrire un nouvel horizon. C'est le cas dans les quartiers populaires d'Abidjan, où des collectifs de jeunes s'organisent pour surveiller la transparence des élections locales et exiger des comptes à leurs élus. Les analystes européens évoquent la résilience, mais sur le continent africain,
Le mot qui circule est dignité réinventée. Cette dignité, c'est refuser de quémander, c'est exiger des partenariats d'égal à égal. On la retrouve dans la renaissance des festivals culturels africains, dans la montée des monnaies locales complémentaires, dans la volonté de créer des universités panafricaines. Dans cet esprit, une nouvelle génération naît. Elle ne veut plus survivre sous tutelle, mais forger ses propres alliances, briser les chaînes narratives et inscrire la souveraineté comme acte fondateur. Au Sénégal, des mouvements citoyens comme Y en a marre prônent le réveil démocratique et l'engagement civique. Au Ghana, le programme Year of Return invite la diaspora à investir et à s'impliquer dans la reconstruction nationale. La rupture stratégique de Traoré, loin d'être un coup d'éclat isolé, s'inscrit dans cette dynamique, une doctrine qui se construit pas à travers les actes, les mots et les silences partagés. Elle s'incarne aussi dans la coopération militaire renforcée entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, qui pour la première fois mutualisent leurs ressources pour défendre leur territoire, sans attendre la validation d'une puissance extérieure. Mais ce nouvel équilibre reste fragile. À chaque avancée, des risques inédits apparaissent, testant la solidité de cette doctrine naissante. Comment la jeunesse africaine saura-t-elle transformer l'inspiration en pouvoir concret ? Comment éviter que les vieilles élites ne récupèrent cette énergie pour perpétuer des systèmes délétères ? Et si la résistance d'hier devenait la stratégie de demain ? Si, au lieu de subir les coups, l'Afrique réinventait ses propres règles du jeu ? Lorsque Ibrahim Traoré salue la résilience de Laurent Gbagbo, il ne rend pas simplement hommage à un aîné. Il redéfinit la scène politique du continent en incarnant une affirmation sahélienne puisant sa force dans la rupture avec la dépendance et la naissance d'un nouveau bloc régional. L'Alliance du Sahel ne se limite plus à une coalition militaire. Elle impulse une renaissance psychologique, une volonté partagée de tourner la page de la soumission à l'Occident. De Bamako à Ouagadougou, la souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une exigence centrale, au cœur des choix nationaux. Désormais, l'Afrique ne veut plus survivre à la tempête des ingérences. Elle entend en sortir transformée, maîtresse de son propre destin. Cette transformation se lie dans la multiplication des sommets régionaux, dans la création de zones de libre-échange intra-africaines, dans la montée de nouvelles élites économiques issues de la société civile et non des réseaux traditionnels. Ce mouvement, dont Gbagbo devient l'un des symboles fondateurs, inspire la jeunesse africaine et inquiète les capitales occidentales. À Bruxelles, Paris ou Washington, voir l'ancienne résistance s'aligner avec les nouveaux dirigeants est vécu comme un séisme politique. Ce geste n'est donc pas le point final d'une histoire, mais le début d'une dynamique capable de bouleverser l'équilibre régional et de reconfigurer les rapports de force. Il rappelle à bien des égards le basculement opéré dans les années 60 lors des indépendances, où chaque geste, chaque mot avait une portée de rupture. À présent, la souveraineté n'est plus négociable. Elle prend corps dans les choix économiques, éducatifs et diplomatiques qui, pour la première fois depuis plusieurs décennies, échappent à la tutelle étrangère. On le voit dans la volonté de certains pays de créer leur propre plateforme numérique, d'investir massivement dans l'agriculture locale ou de nationaliser des ressources stratégiques. L'enjeu est immense. Si ce mouvement échoue, l'Afrique risque de retomber dans la fragmentation, la dépendance et la marginalisation mondiale. Mais s'il réussit, il ouvre la voie à une autonomie réelle, capable d'inspirer d'autres régions du globe, à l'image des révolutions sud-américaines ou asiatiques. L'hommage à Laurent Gbagbo, loin d'être un épilogue, devient ainsi un acte fondateur. Il trace le sillon d'une génération décidée à ne plus hériter de la peur et à faire de la dignité la pierre angulaire de ses ambitions collectives. Ce n'est pas un geste isolé, c'est une stratégie consciente qui repose sur la mémoire, la solidarité et la création de nouveaux récits. On le voit dans la multiplication des films africains primés à l'international, dans la montée de start-up technologiques portées par de jeunes entrepreneurs du continent, dans la volonté de réécrire l'histoire dans les manuels scolaires. Mais ce nouveau souffle n'est pas sans risque. Chaque victoire peut attirer de nouvelles pressions, et chaque choix souverain, des représailles imprévisibles. Jusqu'où les dirigeants iront-ils pour préserver cette autonomie fragile ? Seront-ils prêts à assumer les conséquences économiques d'un divorce avec certaines puissances, à supporter le poids de l'isolement diplomatique si nécessaire ? Ce récit n'est pas réservé aux chefs d'État. Il s'adresse à tous, du vendeur de rue à Ouagadougou, à l'étudiante de Dakar, jusqu'aux familles de la diaspora. Chacun, à son niveau, est porteur de cette histoire en devenir. À Lagos, des collectifs de jeunes dénoncent les contrats léonins signés avec des multinationales. À Douala, des associations de femmes s'organisent pour défendre l'accès à la terre et à la formation.
À Paris, des diasporas s'unissent pour défendre la mémoire des résistances africaines oubliées. On pourrait croire que la résilience de Laurent Gbagbo ou la détermination d'Ibrahim Traoré ne concernent que les puissants. Mais leur message traverse les hiérarchies et les frontières. Chacun peut s'en emparer. Il s'agit de retrouver le courage de dire non, de refuser les compromis qui humilient, d'oser la solidarité dans l'adversité. C'est ainsi que naissent les grands mouvements populaires, comme ce fut le cas lors des marches contre l'apartheid en Afrique du Sud ou des manifestations pour la démocratie au Bénin dans les années 90. Aujourd'hui, endurer la pression ne relève plus de la simple survie. C'est un acte de pouvoir, une posture qui change la donne. Traoré insiste. Ne pas céder, même sous la tempête, c'est affirmer une autorité nouvelle, qui ne dépend plus du regard extérieur. C'est décider, collectivement, de ce que l'on veut être, de ce que l'on refuse de devenir. La mémoire des luttes, loin d'alourdir, protège. Se souvenir de ceux qui ont résisté, c'est apprendre à reconnaître les pièges, à défier les récits imposés. L'histoire de Gbagbo, jugé puis acquitté, devient une boussole. Elle nous aide à déjouer les scénarios écrits par d'autres. C'est par exemple s'inspirer du refus de Nkrumah de signer des accords défavorables, ou de la ténacité de Samori Touré face à la colonisation française. La dignité n'est pas un luxe pour l'Afrique. Elle est vitale, un rempart contre la dilution dans le tumulte des pressions étrangères. Protéger sa dignité, c'est dresser une barrière morale. Tant qu'on refuse de se renier, personne ne peut décider de notre avenir à notre place. C'est aussi, très concrètement, refuser d'adopter des modèles éducatifs qui nient nos langues et nos savoirs, ou de signer des traités qui bradent nos ressources. Cette posture s'incarne partout. Résister ne se limite pas à la scène politique. Elle s'exprime dans les gestes quotidiens, les choix solidaires, le refus de la résignation. De Bamako à Paris, tenir debout devient un fil tendu entre les générations. C'est dans la transmission orale des anciens, dans les chansons de griots, dans le courage des femmes qui tiennent les marchés contre vent et marée. Reconnaître la continuité historique, c'est s'armer contre la fatalité. Chaque acte de résistance s'inscrit dans une chaîne vivante, où nul n'est spectateur. Cette conscience collective agit comme un rempart invisible, mais décisif contre l'ingérence. Elle permet de construire un imaginaire commun où la fierté et la solidarité l'emportent sur la peur et la division. Le risque serait de laisser ces exemples devenir des légendes figées hors d'atteinte. Mais ces leçons sont vivantes, elles sont des outils utilisables dès maintenant. Dans nos familles, nos communautés, nos pays, elles servent à refuser la soumission et à bâtir des lendemains souverains. C'est ce que font déjà, chaque jour, les enseignants qui réécrivent les manuels scolaires, les artistes qui célèbrent les héros locaux, les entrepreneurs qui investissent dans les circuits tout court. À travers son hommage, Traoré invite à un changement de regard. Ce n'est plus la peur qui façonne l'avenir africain, mais la lucidité et l'orgueil de ceux qui ont traversé la tempête sans plier. C'est là que réside la vraie révolution, dans la capacité à se regarder en face et à refuser la honte imposée. Mais cette prise de conscience, aussi précieuse soit-elle, n'est qu'un premier pas. Reste à comprendre comment elle peut se traduire en actions concrètes et collectives. Quelles sont les étapes pour faire de la dignité une réalité quotidienne ? Premièrement, il s'agit de s'organiser localement, créer des comités citoyens, renforcer les syndicats, participer aux réunions de quartier. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, le mouvement des Sans-Terre a pu obtenir des avancées majeures contre les expulsions. En Côte d'Ivoire, des réseaux de femmes se réunissent pour défendre le droit à l'éducation des filles, en dépit des pressions sociales. Deuxièmement, il faut investir dans l'éducation et la transmission. Réécrire les programmes scolaires pour y inclure les héros africains, les histoires de résistance locale, les langues nationales. Au Rwanda, l'accent mis sur l'enseignement de la langue Kinyarwanda et l'histoire du pays a permis de renforcer l'unité nationale après le génocide. Troisièmement, il est crucial de soutenir l'économie locale, acheter auprès des producteurs africains, favoriser les monnaies locales, encourager l'entrepreneuriat solidaire. Au Ghana, la promotion du Made in Ghana a permis de relancer des industries de textile et alimentaires, créant des centaines de milliers d'emplois. Quatrièmement, il convient d'utiliser la technologie à bon escient. Créer des plateformes numériques africaines, promouvoir les contenus culturels locaux, protéger les données personnelles contre l'exploitation étrangère. Au Nigeria, l'application Paystack, développée par de jeunes ingénieurs locaux, a révolutionné le paiement électronique, renforçant la souveraineté économique du pays. Cinquièmement, il faut renforcer la solidarité panafricaine. Échanger des bonnes pratiques entre pays,
Organiser des forums régionaux, mutualiser les ressources pour la recherche, la défense, l'agriculture. L'Union africaine, malgré ses limites, reste un cadre à investir et à transformer de l'intérieur. Enfin, il s'agit de cultiver l'esprit critique, apprendre à décoder les récits médiatiques, à questionner les intérêts cachés, à dénoncer les fake news qui servent les agendas étrangers. Former des journalistes indépendants, créer des médias alternatifs, encourager le débat public. Si ces paroles éveillent quelque chose en vous, alors vous êtes déjà la graine du changement. Ce n'est plus le moment d'être spectateur de l'histoire. Il est temps de l'incarner, chacun selon sa voie. La souveraineté et la dignité ne sont pas de vains mots. Ce sont des engagements quotidiens dressés face à la tentation de la résignation et à la pression de l'abandon. Ce que nous venons d'entendre n'est pas un simple hommage. C'est une alerte, un appel à rompre avec la soumission ordinaire, à refuser que d'autres écrivent notre récit, et à puiser la force dans l'exemple de ceux qui ont résisté avant nous. L'Afrique n'est pas destinée à flotter au gré des courants venus d'ailleurs, mais à forger, à partir des tempêtes, les fondations d'un lendemain assumé. C'est le défi de notre génération. Notre génération n'a pas reçu la peur en héritage. Elle reçoit une tâche, prolonger la chaîne de résistance non par nostalgie, mais par exigence de respect de soi. Il ne s'agit pas d'imiter le passé, mais de redéfinir le présent, et d'imposer que la dignité ne se négocie jamais, sous aucun prétexte. Ce n'est pas de l'orgueil mal placé, mais une condition de survie. C'est l'assurance de ne plus jamais voir un dirigeant africain humilié sur une scène internationale sans que le continent entier ne réagisse. Manquer ce rendez-vous, c'est condamner la génération suivante à grandir sous des histoires dictées, des modèles importés, des injonctions étrangères. C'est risquer qu'en une décennie ou deux, l'Afrique ne soit plus qu'une ombre, un écho de volonté étrangère. Mais saisir cette chance, c'est conquérir une autonomie réelle, gagner le respect et s'offrir enfin une voix qui compte sur la scène mondiale. C'est participer, à notre mesure, à la grande réécriture du destin africain. Personne ne façonnera l'avenir à notre place. Chacun doit porter ce message dans sa famille, dans son école, dans sa rue. La dignité ne se transmet pas. Elle se conquiert chaque jour par le courage et la clarté. L'histoire ne se limite pas à célébrer les héros d'hier. Elle attend toujours celui ou celle qui franchira la ligne, qui dessinera une nouvelle voie et qui refusera la soumission envers et contre tout. Si en vous quelque chose vibre à ces mots, sachez-le. La boucle n'est pas une fin, mais une ouverture. C'est à nous d'écrire la suite, de porter ensemble la promesse du possible. Prenez le relais, inventez vos propres réponses, et surtout n'oubliez jamais que chaque mot, chaque geste, chaque refus d'abdiquer a le pouvoir de faire trembler l'histoire.